Bonjour, bienvenue. Ce 19 mai 2021 est un double rendez-vous. D'abord, c'est la journée du siècle live, une journée de débat et de témoignages des acteurs de l'immobilier de commerce qui vont parler de leur secteur et notamment de ce monde d'après. Et ce monde d'après, il démarre ce 19 mai puisque ça marque le début du déconfinement. Ça devient la date de libération d'une grande partie des commerces, à commencer par ceux qu'on a peut-être maladroitement appelés commerce non essentiel. Pour évoquer cette journée et aussi celle du monde d'après, je reçois le président du Conseil national des centres commerciaux, Jacques Herman. Bonjour Gaël. Également directeur général du groupe Altarea. On va parler un petit peu de ce monde d'après. D'abord, Jacques, commençons par le déconfinement. Ça y est, c'est le jour de libération ce 19 mai. Quel est un petit peu le protocole sanitaire que le CNCC préconise pour la réouverture des centres commerciaux et de tous ces commerces ? Bon, donc c'est une belle journée, on rouvre tout, on ouvre le siècle live, on ouvre les commerces, on ouvre nos chakras, on ouvre le débat, c'est la grande journée d'ouverture et ça c'est formidable. On est quand même, on va le dire une dernière fois, très soulagé de pouvoir rouvrir, très reconnaissant notamment à Bruno Le Maire d'avoir remporté ces arbitrages pour que tous les commerces rouvrent en même temps aujourd'hui. C'était pas gagné d'avance, nos adversaires habituels nous préparer un nouveau mauvais coup. Et donc, ça s'est arrangé. Et donc, merci et bravo. Donc après, on rouvre avec des protocoles extrêmement stricts. Il faut absolument les respecter à la lettre. Des protocoles de jauge, des protocoles de mesures barrières et des protocoles d'aération des centres, de mesure du CO2, etc. Donc tout ça, je crois, est en place partout dans les centres commerciaux. Il faut les respecter strictement, y compris les queues à l'entrée des magasins à l'intérieur du centre commercial qui doivent être organisées. Il faut absolument éviter la photo du mois de janvier à Lille, malencontreuse sur TF1, qui est la source d'inspiration principale du Premier ministre, pour qui ça tient lieu d'études scientifiques. Et donc, il ne faut pas recommencer ça, même si les intéressés étaient absolument pas en faute. Voilà, on sait que les protocoles avaient été respectés à Lille, mais pour autant, ça nous a beaucoup nui et on a traîné ça 3 mois et demi. Donc, respectons les protocoles, et pour le reste, fêtons cette belle ouverture, la réouverture du commerce. Grande satisfaction pour les commerçants, grande satisfaction pour nos équipes, pour nous tous. Enfin, 3 mois et demi de fermeture, c'est extrêmement long. Ça s'ajoute aux fermetures de 2020. Plus de 6 mois de fermeture, on nous avait jamais fait un truc pareil. On n'avait jamais subi un accident aussi majeur. Voilà, donc on va pouvoir tourner la page, se tourner vers l'avenir. Et j'espère que l'avenir sera rose et plein de belles affaires et de belles satisfactions. Alors justement, cet avenir, quelles sont les attentes autour de la réouverture des commerces ? Est-ce qu'on s'attend à un rebond, un très fort rebond d'activité, une sorte de retail revenge ? Oui, moi je suis très optimiste et assez enthousiaste en fait. Donc j'essaye de vous communiquer ça ce matin. Je pense qu'à chaque fois qu'on a réouvert, les affaires ont été bonnes. Ça a été le cas en juin-juillet, ça a été le cas en décembre. Ça va encore être plus le cas cette fois-ci. Donc des fréquentations assez élevé, mais pas trop compatible avec les protocoles sanitaires. C'est comme ça qu'on va devoir réguler. Mais probablement des taux de transformation très élevés, des taux d'achat élevés et donc des bons chiffres. Alors est-ce que ça durera quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou toujours ? Ça, on ne sait pas. Mais moi, je suis très enthousiaste. Les Français ont accumulé beaucoup d'épargne, beaucoup d'envie d'aller au restaurant, d'aller dans les commerces, de faire des achats physiques. Autour de moi, tout le monde me dit ras-le-bol d'acheter sur un écran. On veut aller essayer, toucher, discuter, parler avec un commerçant, etc. Donc ben voilà, ça commence aujourd'hui. En tout cas, ce matin, ils étaient sur les terrasses. Pour ceux qui ont traversé Paris, il y en avait quelques-uns sur les terrasses. Et ça fait plaisir. Et ça fait du bien, ça change. Si on peut tirer quelques leçons déjà de la crise, si tant est qu'elle soit derrière nous, cette crise sanitaire, sur 2 questions. D'abord, est-ce que cette crise a abîmé ou renforcé les rapports entre bailleurs et enseignes ? Bon, alors d'abord, c'est une crise très très dure pour tout le monde. C'est-à-dire que on tourne la page, on pense au futur, mais peut-être aujourd'hui, on parle une dernière fois de ça.
c'est extrêmement dur, extrêmement violent, extrêmement traumatisant. Ça va laisser des dégâts. Il n'est pas certain que tous les commerçants, toutes les enseignes survivent à tout cela, malgré le travail en commun, malgré les aides, malgré le fait que l'État soit finalement au 2e et au 3e confinement venu à la rescousse, alors qu'il nous avait laissé nous débrouiller tout seuls au premier. Donc très très dur. On connaît pas les dégâts, il y en aura, et à la suite des gilets jaunes, des grèves des retraites, des grèves de la SNCF, c'est quand même un traumatisme majeur. Le deuxième enseignement, c'est que c'est un véritable hold-up en faveur du e-commerce. C'est-à-dire que pendant qu'on était fermés, nous, commerçants physiques, nous, équipements commerciaux physiques, ils nous ont piqué nos clients. Ils en ont profité pour gagner 3 ou 4 ans sur l'histoire. Ils payent toujours pas d'impôts, ils détruisent toujours beaucoup d'emplois, ils polluent toujours autant l'environnement avec leurs livreurs prolétarisés et leurs camionnettes pourries, et leurs emballages et leurs suremballages. Et pendant ce temps-là, nous, on a morflé. Voilà. Donc, après, pour revenir à ta question, moi, je crois que ça a été assez riche en enseignement sur la relation bailleur-preneur. Premier confinement, on nous a laissés tout seuls. Il a fallu travailler, y inventer. C'était assez douloureux. Il y a eu la charte, la médiation. Elle n'a pas été signée par tout le monde, mais elle a servi de référence à tout le monde. Même ceux qui l'avaient pas signée s'y sont référés, donc c'était assez cocasse. Et moi, j'en garde un souvenir meilleur que certains autres, à savoir que on a écrit, on a réfléchi, on a dialogué beaucoup. On n'est pas forcément tombé d'accord sur tout ou avec tout le monde, mais il y a eu un travail important de fait entre bailleurs et preneurs. D'ailleurs, dans les faits, la charte a été appliquée. Dans les faits, des loyers ont été abandonnés, d'autres ont été reportés, des discussions sont intervenues après la réouverture en juin, juillet, août. Beaucoup de choses sont rentrées dans l'ordre. 80-90% des dossiers entre bailleurs et preneurs du premier confinement sont rentrés dans l'ordre, ont été traités. Il en reste un résidu. Et voilà, deuxième confinement, là l'État s'est manifesté un peu avec le crédit d'impôt, trop compliqué, trop long, mais bon, première manifestation de la volonté de l'État de jouer un rôle comme dans d'autres pays. Il y a plein d'autres pays où l'État a fait sa part du chemin entre bailleurs et preneurs. Les bailleurs ont sans harmonisation européenne d'ailleurs. Non, aucune harmonisation européenne. Donc on a, nous, montré à Bercy tout ce que les autres pays avaient fait, par exemple un tiers bailleur, un tiers preneur et un tiers État, qui était en gros la formule du deuxième confinement et du crédit d'impôt. Ça vient de nous, ça vient de Suède, ça vient de ce qu'on leur a expliqué. Voilà, mais trop compliqué quand même, le crédit d'impôt est trop lent. Et troisième confinement, 3 dispositifs qui s'empilent, complexité maximum, délai maximum, puisque le troisième dispositif qui est en discussion avec Bruxelles ne sera en place qu'au mois de juillet, au mieux. Voilà, mais là, une vraie intervention de l'État et du budget de l'État pour les charges fixes des commerçants, dont les loyers et les charges locatives. Dans toutes ces étapes, on a beaucoup communiqué entre bailleurs et preneurs, entre le Procos, l'Alliance, le CNCC. On s'est beaucoup parlé. On s'est parlé bien plus que ce qu'on ne croit. On est sorti un peu de cette logique de bras de fer qu'il y a eu pendant le premier confinement. Ce qui est amusant, c'est que quand on m'a fait l'honneur de m'élire président du CNCC, j'avais dit on pourra parler de tout entre bailleurs et preneurs, sauf des loyers. Oui, on parle que de ça. Et puis patatras, la crise, la pandémie nous a bien obligés à parler des loyers. Donc ça a été aussi douloureux au début que je l'imaginais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même réussi à le faire. Voilà. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce que tout est réglé? Non. Est-ce que si c'était à refaire, on le referait exactement pareil? Non. Mais il y a eu un vrai dialogue, il y a eu plein de solutions, on se parle tout le temps. Et la grande avancée du deuxième et du troisième confinement, c'est qu'on a été porteurs ensemble, Alliance, Procos et CNCC, des mêmes propositions auprès de Bercy. Et quand on y va tous les trois ensemble, c'est beaucoup plus puissant que quand chacun a sa thèse
dans son coin à essayer de pousser ses idées. Et si le troisième dispositif, en plus des deux premiers, voit le jour en juillet, ça sera grâce à cette démarche commune entre bailleurs et preneurs. Très bien. Deuxième question sur les leçons de cette crise. Est-ce que finalement ça a montré les limites du commerce physique? Tu parlais du e-commerce tout à l'heure, mais aussi sa capacité de résilience, parce que mine de rien, c'est combien de mois de fermeture? Plus de 6 mois au total, c'est énorme. Normalement, personne ne survit à ça. Oui, un peu tout. Ça a marqué les limites. Enfin, ça a montré que le commerce physique est vulnérable aux événements extérieurs. Donc, gilets jaunes dramatiques, grève de la SNCF dramatique, grève des retraites dramatique, pandémie absolument cataclysmique. Donc oui, on peut casser, on peut abîmer le commerce physique quand tous les événements contraires se conjuguent. Globalement, on manque quand même un peu de soutien. Hein. Je vais remercier il y a quelques secondes Bruno Le Maire pour son soutien. Mais du côté de Matignon et de l'avenue de Ségur, on est les boucs émissaires. Hein. Quand on a besoin d'un gadget pour appuyer une mesure ou montrer qu'on fait quelque chose, on ferme les commerces. Ouais. Donc voilà. Il est un peu seul Bruno Le Maire là dans le. Voilà. Donc heureusement sur la fin et notamment là, il a gagné ses arbitrages. Mais on avait beaucoup d'adversité à Matignon et avenue de Ségur. Puis on va en reparler avec la loi climat. On est le punching ball de Matignon. Voilà. Donc malgré tout ça, on en sort cabossé, amoché. Il y aura de la casse. Certaines enseignes ne s'en remettront pas, ou certains commerçants indépendants ne s'en remettront pas. Mais on est vivant et bien vivant, et on l'a montré en juin-juillet avec une très belle activité en 2020, en décembre avec un très bon mois de décembre. On va le montrer à partir d'aujourd'hui avec, je pense, des très belles performances, assez durables. On verra combien de temps, mais assez durables. Et on entend partout l'envie de retourner dans les rues commerçantes, dans les centres commerciaux, au restaurant, évidemment dans les lieux de culture, de loisirs, etc. Je pense que l'attente est très forte, la demande est très forte. Et donc, cette fois-ci, c'est un peu la revanche. On va délaisser son écran d'ordinateur et on va aller dans les rues commerçantes et les centres commerciaux, se faire plaisir. Et oui, ça démontre la résilience du commerce, ça démontre que le commerce physique doit se réinventer en permanence, doit évidemment être omnicanal, doit évidemment être sur la brèche, et être attractif, développer ses facteurs concurrentiels et ses atouts. Mais que voilà, il est là, il est bien vivant. Et la démonstration sera absolument spectaculaire aujourd'hui. La question des soldes, elle est réglée ou... Non, elle n'est pas réglée. Je pense qu'on bricole trop avec les soldes. À chaque fois, on discute pendant des heures, savoir s'il faut les maintenir, les décaler, les transformer, je sais pas quoi. À force, on les abîme. Ouais. Donc nous pensons qu'il faut laisser les soldes à la date prévue. Alors évidemment, les petits commerçants voudraient les retarder, mais l'expérience du mois de janvier est pas bonne. Voilà. On a abîmé fortement les soldes du mois de janvier en les décalant. En plus, elles sont tombées à un moment où la situation sanitaire était mauvaise. Oui, on a refermé. Voilà, donc ça s'est quand même pas bien passé. Et donc, si on s'apprête à refaire la même chose, c'est-à-dire à les décaler un peu, c'est pas une bonne décision de notre point de vue. On revient un petit peu sur la loi climat et résilience qui interdit la construction des nouveaux équipements commerciaux de plus de 10 000 m² au nom de la lutte contre l'artificialisation des sols. Comment le secteur a reçu cette interdiction? Est-ce que tu as le sentiment, est-ce que le CNCC a le sentiment que l'immobilier de commerce est puni, le mauvais élève de la classe? Oui. Donc on l'a mal ressenti. On est clairement ostracisé, hein, voilà, clairement stigmatisé. C'est ressorti dans la presse très nettement. C'est aussi un habillage politiquement correct d'un truc que Matignon voulait faire depuis 1 an maintenant, qui est un moratoire ou un gel de l'implantation de nouveaux équipements commerciaux. Donc là, ils ont trouvé l'espèce de cache-sexe vert permettant d'arriver à l'objectif tout en étant politiquement correct. On est les seuls touchés, presque. Hein, voilà. On l'a dit, on n'a rien contre le e-commerce et contre les entrepôts logistiques des grandes plateformes internationales d'e-commerce.
Mais la réalité, c'est que nous, on a des CDAC, des CNAC, des moratoires, des gels, des lois climat, des mesures anti-artificialisation, et eux, rien de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait ces dernières semaines dans les couloirs de l'Assemblée et du Sénat, c'est appliquer les mêmes règles aux mêmes gens qui font le même métier, à savoir le commerce, qu'ils le fassent via un magasin ou via un écran et un livreur. Donc alléger notre cadre réglementaire ? Donc, comme vous voulez, soit on paye moins d'impôts, on a moins de contraintes, et ça se rapproche, puisque eux, en gros, ils payent pas d'impôts, ils n'ont pas de contraintes. Soit vous leur mettez les mêmes impôts, les mêmes contraintes. C'est comme vous voulez, c'est moins pour se rapprocher, moins pour nous pour se rapprocher, ou plus pour eux pour se rapprocher. Peu importe, on préfère évidemment moins d'impôts, moins de contraintes. Voilà, mais on n'y croit qu'à moitié. Voilà. Donc, la France est la championne du monde de la régulation et de la taxation du commerce physique, et la championne du monde de la non-régulation et de la non-taxation du e-commerce. Ouais, bon. C'est surréaliste. Ça fait 2 médailles. Et donc ça, pour reprendre votre question sur est-ce que on peut détruire le commerce physique, il a ses propres enjeux, sa propre réinvention à faire, ses propres accidents conjoncturels. Le dernier en date étant le plus dur à la pandémie. Si en plus on lui fait courir un marathon avec un sac de cailloux dans le dos, alors que son concurrent a les dernières Nike ou Adidas qui rebondissent toutes seules, ça devient dur, quoi. C'est quoi les conséquences d'une telle interdiction sur l'évolution du parc d'équipements commerciaux ? Est-ce que d'abord cette loi elle sonne la fin du développement tous azimuts qu'on a pu connaître ces dernières années ? Est-ce que ça peut aussi, paradoxalement, freiner ou accélérer la modernisation du parc ? Non, moi, j'y vois que des inconvénients. Donc, je ne sais pas s'il y a eu du développement tous azimuts. Et je ne sais pas d'ailleurs, dans ce métier, dont les acteurs sont quand même sinistrés, on vient de le dire, y compris les grands investisseurs, les grandes foncières et les grands développeurs de centres commerciaux. Ils sont aujourd'hui sinistrés, ils n'ont plus très envie de développer des nouveaux actifs. Et donc cette loi, elle vient à un moment surréaliste. Elle vient à un moment où il n'y a plus de projets, ou quasiment plus de projets, et probablement plus besoin de projets en ce moment. Donc c'est le moment où on dit il y a un truc qui se passe plus, on va interdire le fait que ça puisse se passer. Ça tient pas la route. Alors le pays est suffisamment équipé en centres commerciaux, beaucoup moins qu'aux États-Unis, heureusement, à un niveau qui est convenable. Il y a peut-être encore des besoins sur quelques zones frontalières, littorales, ou à croissance démographique très forte, mais en général, on a l'équipement qu'il faut. Et donc, c'est la deuxième partie de la réponse. L'enjeu, c'est d'avoir à tout moment des équipements commerciaux modernes, bien entretenus, qui se rénovent tous les 5-10 ans pour être toujours dans le coup. Et pour ça, on n'avait pas trouvé mieux que de financer les rénovations par des petites extensions. Voilà. Ce robinet est quand même coupé par la loi climat, puisque concrètement, au-dessus de 10 000 m², on n'a rien le droit de faire, et en dessous de 10 000 m², il faut passer par une liste de contraintes qui, à la Prévert, assez invraisemblable. Donc ça, moi je dis, c'est dangereux. C'est dangereux on va se retrouver dans 10 ans, dans 20 ans, si cette loi scélérate dure 10 ans ou 20 ans, avec des équipements commerciaux obsolètes, parce qu'on aura coupé les vivres, coupé les financements de la modernisation, rénovation permanente, qui est une obligation quand on a un bien ouvert au public et destiné au public, qui s'use par l'usage et qui s'use par la mode, qui est plus dans le coup au bout d'un moment. Donc si on veut des équipements commerciaux obsolètes dans les centres-villes et dans les premières périphéries, etc., il faut faire durer cette loi, oui. L'une des propositions phares du CNCC, c'est une prime à la conversion pour accélérer la modernisation des équipements commerciaux. Quelles sont un peu les grandes modalités de cette prime, ses bénéfices, son coût, évidemment, parce que ça aura un coût, et surtout son mode de financement? Alors, c'est une idée qu'on a soumise aux différents cabinets, à tous les gens qui travaillent sur les plans de relance et sur les mesures de type climat, qui est la suivante. On dit, en gros, dans les entrées de ville, il y a des boîtes à chaussures, voilà, qui sont à la fois des passoires thermiques, qui enlaidissent les paysages, dont on n'a pas forcément besoin, puisqu'il y a un peu trop de mètres carrés commerciaux en ce moment en France, des taux de vacances qui ont un peu augmenté, des centres-villes à régénérer, etc. Donc,
Donc, et puis par ailleurs, ils artificialisent des sols le long des routes et des accès d'entrée de ville qui pourraient avoir d'autres usages de type logement, puisqu'ils sont bien desservis, ou logement social, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de dire, faisons comme pour l'automobile, retirons du paysage, un peu comme on retire les voitures obsolètes de la circulation, retirons du paysage ces objets commerciaux d'un autre âge obsolètes et passoires thermiques, en les convertissant, en transformant ces fonciers en autre chose. Pour ça, il faut indemniser les locataires pour les aider à déménager, voilà, les exploitants. Il faut leur permettre d'aller en centres commerciaux où il y a un peu de place, ou d'aller en centre-ville où ils sont les bienvenus, dans la mesure des espaces et des surfaces et des volumes disponibles. Voilà. Donc ça coûte un peu de déménager, ça peut coûter un peu plus de loyer d'être dans quelque chose de moderne et bien placé que d'être dans une boîte à chaussures en entrée de ville. Donc là, il y a un premier dispositif à mettre en place pour que ce soit pas, je dirais, déraisonnable pour un acteur exploitant. Et puis le deuxième dispositif, c'est si le propriétaire foncier y perd entre la valeur déclinante, mais néanmoins pas nulle, de sa boîte à chaussures et le nouvel usage, voilà, un foncier pour faire du logement avec un promoteur qui va le payer X millions, ou dans le cas extrême, on désartificialise et on rend à la nature le terrain au bord de la départementale. Évidemment, la valeur, c'est zéro. Et donc là, il y a un dispositif d'indemnisation, peut-être sous forme de crédit d'impôt, à mettre en place pour le propriétaire. Donc au total, ça coûte cher. Il y a 6 millions de mètres carrés de ce genre en France, donc c'est absolument énorme. Si on s'attaque, disons, à 1 million, comme un premier objectif raisonnable, là, on parle de coûts, d'après nos calculs, supérieurs à 1 milliard d'euros. Alors, c'est l'unité de calcul en ce moment, mais quand même, ça fait pas mal d'argent. Et nous proposons de financer une partie de cet effort du budget de l'État par l'assujettissiment du e-commerce aux mêmes règles et aux mêmes taxes que le commerce physique. Donc, en quelque sorte, le e-commerce qui paierait les mêmes taxes que le commerce physique sur ses entrepôts, ses livraisons, etc. Et de flécher ces taxes vers contribuerait, et cette contribution serait fléchée sur une action qui nous semble d'intérêt citoyen majeur, éliminer des passoires thermiques, éliminer des objets qui défigurent le paysage, éliminer des objets dont commercialement on n'a plus besoin, et utiliser des objets modernes en centre-ville ou en centres commerciaux qui sont faits pour ça, qui sont aux normes, qui sont respectueux de l'environnement. Et donc ça, il y a une grande logique, ça. Donc beaucoup d'intérêt pour cette mesure, un peu de frayeur sur son coût, un peu de perplexité sur notre idée de flécher les taxes du e-commerce sur cette mesure. Mais je pense qu'elle fait son chemin, et voilà. Alors, on n'a pas un intérêt, nous, acteurs des centres commerciaux, absolument majeurs, à faire ça. C'est plutôt une idée citoyenne qu'une idée corporatiste. Oui, on va peut-être récupérer quelques exploitants et quelques commerçants dans nos centres. Mais à la marge, c'est à la marge. Mais c'est vraiment à la marge. Donc c'est plutôt une idée responsable, citoyenne, voilà, démocratique, qu'on soumet au gouvernement. Ça, cette proposition, elle peut passer dans un collectif budgétaire, dans une loi de finances, dans le plan de relance. Donc quel est On a essayé dans le plan de relance de septembre. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de discussions entre cabinets sur le sujet. Après, on a essayé dans la loi climat, mais bon, la loi climat, elle était pervertie d'origine, voilà, parce que bon, c'est l'enfant des gilets jaunes et de la mise sous contrôle des gilets jaunes, donc elle était forcément partie de travers. Ils vont apprécier. Voilà, et là on va beaucoup de respect pour les gilets jaunes, qui avaient à mon avis des bonnes raisons de ne pas être contents au début. Voilà. Et voilà, donc là on va essayer un peu systématiquement dans l'éventuel deuxième plan de relance, dans la loi 4D. Il y a plein d'occasions de faire ça. C'est un élément de relance, c'est un élément d'aménagement du territoire et de décentralisation. Donc il y a plein de possibilités.
Dernière question sur un peu l'avenir, mais l'avenir très court terme des centres commerciaux et notamment en direction des investisseurs. On a décrit, c'était presque les 12 plaies d'Égypte. Est-ce que l'immobilier de commerce a mangé son pain noir ? Est-ce que le retail bashing, dont j'étais l'un des porte-parole d'ailleurs, et je l'assume, est terminé derrière vous? Est-ce que les investisseurs ont une fenêtre de tir pour revenir aujourd'hui, et quand je parle des investisseurs, c'est investisseurs institutionnels principalement, ont une fenêtre de tir pour revenir sur l'immobilier de commerce? Le retail bashing, il a commencé il y a 2000 ans avec les marchands du temple. On n'aime pas les commerçants, les épiciers, on n'aime pas les banquiers, on n'aime pas les assureurs. Voilà, c'est assez français ou occidental, ou je sais pas, c'est assez pitoyable, mais c'est comme ça. On a un travail effectivement de réhabilitation de l'image du commerce et du grand commerce de manière générale qui est sans fin. Maintenant, pour les investisseurs, je crois que la problématique, c'est l'incertitude, c'est l'incapacité à chiffrer le risque. Voilà, en finance, tout risque a un coût. Voilà, on peut financer des junk bonds, c'est une question de taux. Voilà, donc là, la difficulté sur l'investissement en immobilier commercial, d'immobilier de commerce, ça a été qu'on savait pas chiffrer le risque, notamment de la montée en régime de e-commerce. Voilà, on sait pas jusqu'où ça va aller, combien ça va prendre, si ça sera déflationniste, etc. Et donc, on ne sait pas dire quel rendement il faut mettre derrière ce risque pour qu'il y ait un rapport rentabilité-risque qui soit équilibré. Aujourd'hui, quand même, quand on regarde les cours des foncières, quand on regarde les expertises des actifs de l'immobilier de commerce, la prime sur le rendement sans risque, donc l'obligation d'État à 10 ans, elle est absolument énorme. Il y a rien qui rapporte plus, ou presque, que l'immobilier de commerce, qu'acheter une action d'une grande foncière de commerce, ou acheter un local commercial. Donc, ce risque est extrêmement rémunéré, à mon avis, trop. Voilà, ça procède d'un résidu d'inquiétude et d'incertitude sur. Donc, c'est un travail qui prend du temps en finance, chiffrer le risque, pricer le risque, on dit. Et donc, moi, je crois qu'on arrive bientôt à une phase un peu plus mûre. On verra les premiers, les plus clairvoyants des investisseurs réinvestir dans l'immobilier de commerce, profiter de rendements trop élevés, de surpricing du risque. Il y aura toujours du commerce physique, il y aura toujours des centres-villes commerçants, il y aura toujours des restaurants, il y aura toujours des centres commerciaux modernes, respectueux de leur environnement et citoyens. Ils se transformeront, mais ils seront toujours là. Et donc, ces actifs continueront à payer un certain rendement supérieur à l'OAT sans risque, supérieur au logement, aux bureaux, aux entrepôts, dont tous les rendements ont baissé. Et donc, c'est bientôt l'heure pour les investisseurs les plus avisés, les plus clairvoyants, ceux qui ont un coup d'avance et qui, en général, gagnent beaucoup d'argent à avoir un coup d'avance, les Warren Buffett, les Blackstone et autres. C'est eux qu'il faut suivre. De revenir vers l'investissement de commerce. Et par ailleurs, la valeur des fonciers de ces équipements commerciaux est très élevée. Ils sont très bien placés, très bien desservis. Donc, on peut aussi les densifier. On peut aussi construire des quartiers sur les parkings d'hypermarchés, de centres commerciaux et mettre les voitures ailleurs où y aller différemment qu'en voiture. Donc, quelque part, il y a une valeur cachée qui n'est pas dans les chiffres, qui n'est pas dans les évaluations, qui n'est pas dans les cours des foncières, qui est la valeur de ces immenses fonciers. Et moi, je crois que si on va au-devant d'un peu d'inflation, cette inflation va se réfugier dans les actifs réels, donc dans l'acier, dans le béton, dans le cuivre, dans le bois, dans les terrains. Et les terrains, il y en a beaucoup dans l'immobilier de commerce. Et donc, il y a une petite mine d'or cachée
sous les centres commerciaux et sous les yeux des investisseurs en commerce qui vont bientôt le réaliser. Et on va suivre tout ça et on va parler dans la prochaine table ronde là, qui démarre à 9h45 sur les galeries marchandes périphériques et nouveaux quartiers de ville. Et on va notamment parler des initiatives Carmila, Altarea et Carrefour. Exactement. Jacques, un petit mot de conclusion pour donner rendez-vous pour le vrai siècle, puisque si on rouvre tout, il faut rouvrir le siècle, le vrai. Voilà, alors le vrai siècle tant attendu, puisqu'on a essayé de le faire 4 fois en 2020, on l'a reporté 4 fois, on a été très assidus et on s'est accroché et puis on a dû renoncer. C'était très douloureux pour les équipes et pour les finances d'ailleurs du siècle et du CNCC. Donc cette fois-ci, le siècle vrai, le siècle physique Porte de Versailles, c'est le 20 et le 21 octobre. On vous y attend tous avec un immense plaisir, une immense impatience. Ça doit être le grand retour, le lieu où on se retrouvera tous pour parler de l'avenir et construire l'avenir ensemble. Donc ça, c'est une première partie de la conclusion. En tout cas, c'est un rendez-vous pour le 20 et 21 octobre. Et la deuxième partie, c'est de reparler des trophées. Oui. Voilà, donc on relance les trophées. Vous allez voir un petit film dans quelques secondes. Je ne sais pas si ce sera les derniers trophées de création de nouveaux équipements commerciaux vu la loi climat, mais en tout cas, ne gâchons pas notre plaisir. Il y a des très beaux projets et donc on est très heureux de relancer les trophées aussi. Merci beaucoup pour ce grand entretien, Jacques. Merci beaucoup. Et puis effectivement, on peut lancer la vidéo pour regarder les trophées et on se retrouve dans 10 minutes pour parler des galeries commerciales. À bientôt, au revoir.